L'aube commençait à peine à éclairer Ouagadougou lorsque le téléphone d'Ibrahim Traoré, le jeune président par intérim du Burkina Faso, ancien capitaine et plus jeune chef d'État au monde à 34 ans, retentit. Immédiatement, son attention se porta sur l'alerte. Son chef de la sécurité nationale, le colonel Siaka Ouattara, était à l'autre bout de la ligne. « Monsieur le Président, nous avons détecté des signaux radio inhabituels provenant du quartier de Gounguin, dit-il. Ce sont des fréquences cryptées que nos techniciens ne parviennent pas à déchiffrer. Ce n'est pas du matériel civil. » Traoré s'assit sur son lit, les yeux fixés sur le plafond de sa modeste chambre. Depuis son accession au pouvoir en octobre 2022, il savait que son gouvernement marchait sur une corde raide. Ses positions nationalistes et ses décisions de diversifier les partenariats internationaux du pays, notamment avec la Russie, avaient engendré des tensions avec les anciennes puissances coloniales. « Depuis quand ces signaux sont-ils actifs ?» demanda-t-il, la voix calme contrastant avec l'inquiétude croissante qui le taraudait depuis 3 jours. Leur intensité, toutefois, avait considérablement augmenté depuis la veille au soir. 1 heure plus tard, Traoré était assis dans la salle de commandement du quartier général des forces armées. Devant lui, des écrans affichaient des graphiques d'analyse de fréquences et une carte de la ville où clignotaient plusieurs points rouges. Ces émissions proviennent de 5 endroits différents, expliqua le technicien militaire, tous situés dans des zones résidentielles ou touristiques, sans lien avec nos ambassades ou des institutions internationales reconnues. Le général Souleymane Sanou, fidèle allié de Traoré, entra précipitamment dans la pièce, un document scellé à la main. Son visage reflétait une tension inhabituelle. « Monsieur le Président, nous avons reçu ces informations de nos collègues maliens. 5 citoyens américains sont entrés au Burkina Faso la semaine dernière avec des visas diplomatiques, mais ils ne sont rattachés à aucune mission officielle. » Traoré parcourut rapidement le document. Les 5 hommes étaient arrivés séparément par différents points d'entrée du pays avant de converger vers Ouagadougou. Ils présentaient des accréditations d'une ONG nommée Global Education Initiative, prétendant être en mission pour reconstruire des écoles dans des zones touchées par le terrorisme. « Cette ONG existe-t-elle vraiment ?» interrogea Traoré. Le document affirmait que oui, mais qu'elle n'avait été enregistrée que 6 mois plus tôt et n'avait aucune présence médiatique significative. Apparemment, un groupe fantôme. Plus tôt, un jeune journaliste local, Abdou Zongo, connu pour ses enquêtes rigoureuses sur la politique régionale, avait contacté un ami au ministère de la Sécurité. Il avait remarqué quelque chose d'étrange. Un homme blanc, se faisant passer pour un consultant en infrastructure, avait posé des questions précises sur le système électrique alimentant le palais présidentiel lors d'une conférence sur le développement urbain. Il voulait connaître l'emplacement des générateurs de secours, les protocoles en cas de coupure de courant et des détails que même les ingénieurs locaux ne partagent pas librement. À midi, Traoré convoqua une réunion d'urgence avec ses conseillers les plus proches. La salle était hermétiquement fermée, les téléphones portables interdits. « J'exige une surveillance discrète, mais totale, de ces 5 individus, » ordonna-t-il. « Pas de confrontation. Nous devons comprendre ce qu'ils cherchent vraiment. » Le colonel Ouattara acquiesça. « Nous avons déjà commencé la surveillance. L'un d'eux a loué une maison avec une vue directe sur votre trajet quotidien entre le palais et le quartier général militaire. » Un silence lourd envahit la pièce. Tous comprirent les implications. Ces hommes n'étaient pas là pour reconstruire des écoles. À 14h30, une interception de communication révéla un échange entre l'un des suspects et un signal satellite non identifié capta les mots « fenêtre d'opportunité » et « transition imminente » avant que la transmission ne s'interrompe ce même soir, alors que le soleil se couchait sur la capitale du Burkina Faso. Une note diplomatique parvint d'un pays voisin, également dirigée par une junte militaire partageant des positions similaires à celles de Traoré. Elle contenait un avertissement sans équivoque. Des sources fiables indiquent qu'une opération de déstabilisation pourrait viser le gouvernement dans les prochains jours. Méfiez-vous des amis porteurs de solutions. Dans son bureau, Traoré resta éveillé jusque tard dans la nuit, passant en revue des rapports et analysant des photographies des 5 Américains. Son instinct de soldat aguerri lui disait qu'un événement grave se préparait. Les pressions internationales s'étaient intensifiées depuis sa prise de position contre la présence militaire française et son alignement avec Moscou. Sur son bureau, une photo encadrée de Thomas Sankara, le révolutionnaire burkinabé assassiné en 1987,
semblait lui rappeler que des choix souverains en Afrique peuvent parfois coûter cher. « Cette fois, murmura-t-il en éteignant la lampe, nous serons prêts. » Dans les rues d'Ouagadougou, sous un ciel étoilé, 5 hommes d'apparence ordinaire poursuivaient leurs activités, ignorant qu'ils étaient désormais dans le viseur du jeune président. La partie d'échecs avait commencé. Le lendemain matin, Ibrahim Traoré se réveilla avec une détermination renouvelée. Il avait pris sa décision durant la nuit, plutôt que d'attendre passivement la concrétisation de la menace. Il allait prendre l'initiative. « Nous allons leur tendre un piège », annonça-t-il à son cercle restreint, réuni à l'aube dans une ferme discrète en périphérie de la capitale. « Nous allons faire circuler l'information que je me rendrai demain à Bobo-Dioulasso pour une inspection surprise des forces armées, mais que cette information reste confidentielle, comme si elle avait fuité par accident. » Le colonel Traoré esquissa un sourire. « Je veux voir s'ils mordent à l'hameçon. » « Exactement. Et en parallèle, intensifier la surveillance. Je veux connaître chacun de leurs mouvements, chaque appel, chaque personne qu'ils rencontrent. » Les services de renseignement burkinabés se mirent immédiatement en action. Les agents civils furent déployés autour des résidences des 5 Américains, tandis que des experts en cybersécurité, formés par des alliés russes, tentaient d'intercepter leurs communications. À midi, un premier indice significatif émergea. L'un des suspects, identifié comme Michael Peterson, avait quitté précipitamment son hôtel pour se rendre dans un cybercafé, évitant d'utiliser son propre ordinateur portable. Il consulta des horaires de vol pour Bobo-Dioulasso et des itinéraires routiers, selon l'agent qui l'observait. Puis il envoya un message crypté via un service de messagerie sécurisé. Abdou Zongo, le journaliste qui suivait l'affaire, obtint de son côté des informations inquiétantes en fouillant des archives numériques. Il découvrit que 3 des 5 Américains étaient présents au Mali peu avant le coup d'État qui avait renversé le président en exercice en 2020. Une coïncidence trop flagrante pour être ignorée. À 16 heures, un autre suspect, se faisant appeler David Williams, tenta d'approcher un sous-officier de la garde présidentielle dans un bar fréquenté par des militaires. L'homme proposa une somme considérable en échange d'informations sur les habitudes du capitaine, se référant à Traoré par son ancien grade militaire. Le sous-officier, loyal à son président, accepta l'offre et rapporta tout à ses supérieurs. Dans son rapport, il mentionna un détail crucial. L'Américain avait laissé entendre qu'une transition pacifique était souhaitable pour éviter un scénario similaire à celui de Sankara. Cette allusion à l'assassinat du révolutionnaire burkinabé provoqua une colère froide chez Traoré lorsqu'il en fut informé. Ils ne cachaient plus leurs intentions, dit-il à voix basse. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais ils avaient sous-estimé notre vigilance. À 20 heures, l'information erronée sur le voyage de Traoré à Bobo-Dioulasso commença à circuler dans certains cercles militaires, comme prévu. L'activité des suspects s'intensifia immédiatement. 2 d'entre eux quittèrent précipitamment leur domicile et se retrouvèrent dans un restaurant prisé du quartier de Gungin. La surveillance s'accentua. « C'est notre fenêtre », dit l'un d'eux. « La route vers Bobo traverse des zones peu sécurisées. Si quelque chose arrive là-bas, l'Américain voulait des garanties que la transition serait attribuée à des facteurs internes, » répondit l'autre. « Nous ne pouvons laisser aucune trace américaine. » Le quartier général de la CIA confirma les pires soupçons de Traoré. Ce n'était pas seulement une mission de renseignement, c'était une tentative de coup d'État, peut-être même un projet d'assassinat. À 23 heures, le colonel Ouattara présenta un plan d'action à Traoré. « Nous avons assez de preuves pour agir maintenant. Nous proposons une intervention simultanée pour appréhender les 5 suspects avant qu'ils ne puissent coordonner leurs actions. » Demain, Traoré approuva d'un signe de tête. « Procédez, mais avec la plus grande discrétion. Pas d'excès, pas de violence inutile. Je les veux vivants et en état de parler. » À minuit, les forces spéciales burkinabées entrèrent en action dans une opération parfaitement synchronisée. 4 des 5 suspects furent arrêtés dans leurs résidences respectives. Le 5e, alerté par le silence radio de ses complices, tenta de fuir par la route menant au Ghana voisin, mais fut intercepté à un barrage routier. À l'aube, parmi les preuves saisies, figuraient des dispositifs de communication sophistiqués, des armes de petit calibre équipées de silencieux, des dossiers détaillés sur Traoré et son entourage proche, et, plus inquiétant encore, un plan d'opération portant le nom de code « Renaissance sahélienne », qui mentionnait explicitement l'installation d'un gouvernement aligné sur les intérêts occidentaux. Le matin, tandis qu'Ouagadougou s'éveillait sans se douter du drame qui s'était déroulé durant la nuit,
Ibrahim Traoré fit face aux 5 hommes détenus dans une base militaire sécurisée à l'extérieur de la ville. « Messieurs, dit-il calmement en anglais, vous êtes sur le territoire d'un pays souverain. Vous n'êtes ni diplomates ni travailleurs humanitaires. Vous êtes des agents étrangers venus déstabiliser notre nation. Maintenant, nous allons avoir une longue conversation sur qui exactement vous a envoyés ici et pourquoi. » Les regards des 5 Américains trahissaient un mélange de surprise et de résignation. Le piège s'était refermé, et ils savaient que le jeune président, qu'ils avaient sous-estimé, venait de remporter la première manche d'une partie aux conséquences géopolitiques majeures. Les interrogatoires durèrent 3 jours, menés dans le plus grand secret, sous la supervision directe d'Ibrahim Traoré, qui alternait entre observation silencieuse derrière une vitre teintée et confrontation directe avec les détenus. Au départ, les 5 Américains maintinrent la fiction de leurs couvertures humanitaires, mais leurs récits s'effondrèrent rapidement face aux preuves accumulées par les services burkinabés. Ce fut l'homme identifié comme David Williams qui céda le premier, après que Traoré lui eut montré des photographies de lui en compagnie d'officiers de la CIA lors d'une réception à l'ambassade américaine à Abidjan, 2 ans plus tôt. « Vous n'êtes pas en position de nier l'évidence, » déclara Traoré calmement. « Nous avons la patience nécessaire, mais vous n'aurez peut-être pas assez de temps avant que votre absence ne déclenche des protocoles d'urgence, n'est-ce pas ?» Williams baissa les yeux. « Je ne peux pas parler au nom des autres, mais oui, je travaille pour l'agence. Notre mission était d'évaluer la stabilité politique du Burkina Faso et de préparer des scénarios pour... » Traoré, au cours du 2e jour de la crise, entendit un euphémisme intéressant pour désigner un coup d'État. Le prétendu chef du groupe, un homme plus âgé nommé Richard Anderson, finit par reconnaître l'existence d'une opération appelée Sahel Shield. Selon ses confessions minutieusement consignées, l'opération visait à réorienter la politique étrangère du Burkina Faso en réponse à son rapprochement avec la Russie et à son éloignement de la France et des États-Unis. « Notre mission n'était pas d'assassiner, » insista-t-il, mais de créer les conditions pour un changement de leadership par des éléments internes. Traoré demanda « Quels éléments internes exactement ?» Après un long silence, Anderson cita 3 noms, 2 généraux et un ancien ministre encore influent, des figures que Traoré avait écartées du pouvoir en raison de leur lien avec l'ancienne puissance coloniale. Le 3e jour apporta la découverte la plus troublante dans l'ordinateur portable de Michael Peterson. Les experts en cybersécurité burkinabés découvrirent des documents détaillant un plan d'influence pluriannuel visant à maintenir les pays du Sahel dans l'orbite occidentale. Le document, classé ultra-secret, révélait une stratégie coordonnée entre plusieurs agences américaines pour contrer l'influence croissante de la Russie et de la Chine dans la région. Plus inquiétant encore, le plan prévoyait explicitement l'usage de pressions économiques, médiatiques et diplomatiques pour isoler les dirigeants résistants aux intérêts occidentaux, avec une mention spéciale pour Traoré, considéré comme une menace potentielle significative à la stabilité régionale, selon les intérêts américains. Pendant ce temps, à l'extérieur des installations, le silence du gouvernement sur les arrestations commença à alimenter des rumeurs. L'ambassade américaine à Ouagadougou publia un communiqué laconique indiquant que 5 citoyens américains travaillant pour une entreprise n'avaient plus donné signe de vie depuis plusieurs jours et demandant des informations à leur sujet. Abdou Zongo, le journaliste qui avait contribué à exposer l'affaire, commença à recevoir des messages anonymes l'avertissant de révélations susceptibles de déstabiliser toute la région. Loin de se laisser intimider, il intensifia ses recherches, découvrant que des opérations similaires avaient potentiellement eu lieu dans d'autres pays africains, ayant récemment modifié leurs orientations géopolitiques. À la fin du 3e jour, Traoré réunit son Conseil de sécurité nationale pour une décision cruciale. « Nous avons plusieurs options », expliqua-t-il. Expulser discrètement ces hommes en échange de concessions américaines, les juger publiquement pour espionnage et tentative de déstabilisation, ou utiliser ces révélations comme levier dans une stratégie plus large. Le général Sanou prit la parole. « Monsieur le Président, les Américains ne viendront pas en bloc. Ils prétendront que ces hommes ont agi sans autorisation officielle, des éléments incontrôlables. C'est précisément pourquoi un procès public pourrait se retourner contre nous, » ajouta le ministre des Affaires étrangères. « Sans preuves irréfutables, sans documents officiels, leurs paroles contre les nôtres ne convaincront que ceux qui sont déjà convaincus. » Traoré resta silencieux un long moment,
les yeux fixés sur une carte de l'Afrique accrochée au mur de la salle de réunion, avant de se lever. Notre force ne réside pas dans le secret, mais dans la transparence. Ces hommes ne sont pas venus seulement pour le Burkina Faso. Ils font partie d'un système qui considère encore l'Afrique comme son arrière-cour. Notre réponse doit transcender notre cas particulier. Sa décision était prise. Le Burkina Faso révélerait la tentative de déstabilisation, non pas isolément, mais en coordination avec d'autres nations africaines partageant des préoccupations similaires. Il ordonna un contact immédiat avec ses alliés au Mali, en Guinée et au Niger, exigeant une réunion urgente des chefs d'État. Ce que nous avons découvert nous concerne tous. Alors que les communications diplomatiques s'intensifiaient entre Ouagadougou, Bamako, Conakry et Niamey, Ibrahim Traoré seul se rendit dans la cellule de Richard Anderson. « Monsieur Anderson, dit-il avec une courtoisie glaciale, demain, votre présence ici deviendra une affaire internationale. Mais je veux vous dire quelque chose personnellement. L'époque où des puissances étrangères pouvaient décider du destin des nations africaines est révolue. Ce n'est pas par haine de l'Occident que nous diversifions nos partenaires, mais par nécessité de développement souverain. » Anderson le regarda avec un mélange de résignation et d'appréhension. « Capitaine, vous jouez un jeu dangereux. Certaines forces ne pardonnent pas facilement. » Traoré esquissa un sourire. « Je ne joue pas, monsieur Anderson. C'est votre erreur fondamentale. Pour vous, l'Afrique est un échiquier. Pour nous, c'est notre maison. » À l'aube du 4e jour, une annonce officielle fut diffusée sur les ondes de la radio nationale. Le président Ibrahim Traoré s'adresserait à la nation ce soir-là au sujet d'une grave menace à la sécurité nationale qui avait été neutralisée. L'effet fut immédiat. Une vague d'anticipation et d'appréhension traversa le pays, tandis que dans les chancelleries occidentales, l'alarme commençait à retentir. L'annonce du discours imminent d'Ibrahim Traoré déclencha une activité frénétique dans les ambassades occidentales à Ouagadougou. Des appels urgents furent passés à Washington, Paris et Londres, tandis que des analystes tentaient désespérément de comprendre ce qui se tramait. À 14 heures, l'ambassadeur américain demanda une réunion d'urgence avec le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Sa demande fut poliment, mais fermement, déclinée, avec l'information que le ministre participait à une réunion de sécurité nationale et ne serait pas disponible avant le discours présidentiel. Entre-temps, dans une base militaire isolée en périphérie d'Ouagadougou, une délégation discrète mais de haut niveau arriva par avion militaire. Les présidents du Mali, du Niger et le chef de la Guinée se réunirent pour une rencontre improvisée, mais cruciale, à l'abri des regards indiscrets. « Ce que vous avez découvert confirme nos propres soupçons », déclara le président du Mali après avoir examiné les preuves rassemblées. « Nous avons détecté des activités similaires à Bamako le mois dernier, mais sans pouvoir identifier clairement les responsables. » Le chef de la délégation guinéenne, Aïssa, ajouta « Depuis que nous avons exigé la renégociation des contrats miniers avec les multinationales occidentales, nous subissons des pressions croissantes et des tentatives de déstabilisation interne. » Ibrahim Traoré exposa sa vision. « Nous devons coordonner notre réponse. Séparément, chacun de nos pays peut être isolé et pressurisé. Ensemble, nous représentons un bloc capable de résister aux interférences extérieures. » À 17 heures, alors que le soleil commençait à décliner sur Ouagadougou, un communiqué conjoint fut rédigé et approuvé par les 4 chefs d'État. Le document dénonçait les tentatives persistantes de certaines puissances de maintenir leur influence en Afrique par des méthodes contraires au droit international et au respect de la souveraineté des nations. À Washington, la nouvelle de la réunion extraordinaire des dirigeants sahéliens provoqua une réunion de crise au Conseil de sécurité nationale. Les implications dépassaient largement le cadre du Burkina Faso. Toute la stratégie américaine en Afrique de l'Ouest risquait d'être compromise. À 20 heures précises, Ibrahim Traoré apparut sur les écrans de télévision et les ondes radio du Burkina Faso, vêtu de son uniforme militaire. Il se tenait devant les drapeaux du Burkina Faso et de l'Union africaine. Son visage était grave, mais déterminé. « Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes africains qui suivez cette allocution au-delà de nos frontières, commença-t-il, je m'adresse à vous ce soir pour vous informer d'événements graves qui affectent notre souveraineté nationale, mais aussi l'avenir de nos relations internationales. » Avec un ton précis et clinique, il détailla la découverte et l'arrestation des 5 agents américains, présentant méthodiquement les preuves recueillies, photographies d'équipements d'espionnage, extraits de documents saisis et transcriptions de confessions.
Ces hommes ne sont pas venus pour construire des écoles ou soigner nos malades. Ils sont venus pour décider qui devait gouverner notre pays en fonction des intérêts qu'ils représentent. Ils ont ciblé notre nation précisément parce que nous avons choisi de diversifier nos partenariats internationaux et de rompre avec des décennies de dépendance exclusive. Il poursuivit, révélant l'existence du document Sahel Shield sans en divulguer l'intégralité, mais en citant des passages spécifiques sur les stratégies pour neutraliser les éléments hostiles aux intérêts occidentaux. Je tiens à préciser que cette révélation n'est pas une déclaration d'hostilité envers le peuple américain que nous respectons. C'est une dénonciation de méthodes d'une autre époque, incompatibles avec les relations entre nations souveraines et égales. S'ensuivit alors l'annonce qui électrisa l'opinion publique africaine et mondiale. En coordination avec nos frères du Mali, du Niger et de la Guinée, nous avons décidé d'une réponse conjointe à ces actes d'ingérence. Dès demain, nos pays créeront une commission internationale d'enquête pour documenter toutes les tentatives similaires en Afrique. Nous invitons tous les pays africains ayant vécu des expériences semblables à y participer. Il ajouta, dans un message clair adressé aux puissances occidentales, « Nous exigeons des excuses officielles et des garanties de non-répétition. En attendant, les 5 agents arrêtés seront traduits en justice au Burkina Faso pour espionnage et tentative de déstabilisation d'un État souverain. » La réaction internationale fut immédiate et intense. À New York, le représentant américain à l'ONU démentit catégoriquement toute implication officielle du gouvernement américain, qualifiant les accusations de fabriquées destinées à justifier une dérive autoritaire. À Paris, le gouvernement français appela à la retenue et au dialogue, évitant soigneusement de commenter le fond des révélations. Cependant, c'est en Afrique que l'impact fut le plus profond. De Dakar à Johannesburg, des foules se rassemblèrent spontanément pour exprimer leur soutien à Traoré et aux autres dirigeants du Sahel. Sur les réseaux sociaux, le hashtag « Gilles, l'Afrique n'est pas votre terrain de jeu » devint viral, partagé des millions de fois. Abdou Zongo, dont le travail journalistique avait contribué à révéler l'affaire, publia le soir même une analyse détaillée, traduite et reprise par des médias du monde entier. Il analysa les implications géopolitiques de cette confrontation sans précédent. L'affaire des 5 d'Ouagadougou, comme on les appelle déjà, marque potentiellement un tournant dans les relations entre les anciennes puissances coloniales et l'Afrique. Il ne s'agit pas seulement de politique étrangère, mais de dignité retrouvée après des décennies d'influence souvent imposée. À la lumière du jour, Ibrahim Traoré reçut un appel sécurisé d'un émissaire américain proposant des discussions discrètes pour résoudre la situation. Sa réponse fut aussi brève que claire. Notre position a été exprimée publiquement. Toute discussion future devra également l'être. Les accords secrets, c'est fini. Le bras de fer diplomatique commença. Mais en quelques heures, un jeune capitaine devenu président parvint à transformer une tentative de déstabilisation de son pays en un moment potentiellement historique pour tout le continent. 3 semaines après les révélations explosives d'Ibrahim Traoré, 3 semaines d'intenses activités diplomatiques, médiatiques et judiciaires qui transformèrent profondément le paysage géopolitique africain et international. Le procès des 5 d'Ouagadougou débuta à la Cour suprême du Burkina Faso, dans une salle bondée de journalistes du monde entier. Contrairement aux attentes occidentales, le processus fut rigoureusement respectueux des droits des accusés, garantissant l'accès à des avocats internationaux, assistèrent à la traduction simultanée en présence d'observateurs de l'Union africaine et des Nations unies. Les 5 Américains, accusés d'espionnage, plaidèrent coupables, mais affirmèrent avoir suivi des ordres dans le cadre d'une évaluation de sécurité standard, niant toute intention de renverser le gouvernement. Leur défense s'effondra lorsque le procureur présenta des documents saisis, y compris des transcriptions de communications avec leurs supérieurs, mentionnant explicitement une succession post-Traoré à Washington. La position officielle du gouvernement américain, après avoir initialement nié toute implication, évolua subtilement. Le département d'État reconnut que certains éléments opérationnels avaient peut-être outrepassé leur mandat d'observation. Cette semi-admission fut largement interprétée comme une tentative d'éviter une confrontation plus large avec le bloc sahélien en formation. La commission panafricaine d'enquête sur les ingérences étrangères, créée comme annoncé par Traoré, entama ses travaux à Bamako, présidée par un éminent juriste sud-africain. La commission reçut rapidement des témoignages et des documents de 12 pays africains,
révélant des schémas similaires d'influence occulte et de pression sur des gouvernements cherchant à s'émanciper des sphères d'influence traditionnelles. Sur le plan diplomatique, une nouvelle réalité émergea. Les 4 pays du Sahel, désormais rejoints par le Tchad et la République centrafricaine, commencèrent à parler d'une seule voix dans les forums internationaux. Leur position commune se cristallisa autour de 3 principes: souveraineté inaliénable dans les choix de partenariat, transparence obligatoire dans les accords de défense et de sécurité, et renégociation des contrats d'exploitation des ressources naturelles jugés inéquitables. Abdou Zongo, devenu une référence journalistique internationale, publia une série d'articles documentés intitulés « Les nouveaux indépendantistes », analysant comment cette affaire avait catalysé un mouvement panafricain sans précédent depuis les indépendances des années 1960. Après des semaines d'audience, le jury rendit son verdict. Les 5 Américains furent reconnus coupables d'espionnage et de conspiration contre la sécurité de l'État. La peine, relativement clémente compte tenu des circonstances, fut de 10 ans de prison, avec possibilité d'extradition vers les États-Unis après 5 ans, à condition de respecter des conditions strictes. La réaction américaine fut mesurée, signalant une volonté d'éviter une escalade diplomatique. Dans un communiqué soigneusement rédigé, le département d'État exprima des préoccupations sur l'impartialité du procès, tout en annonçant l'ouverture d'une enquête interne sur d'éventuelles opérations non autorisées en Afrique de l'Ouest. Dans les chancelleries occidentales, un constat s'imposa. La dynamique des relations avec l'Afrique était irrémédiablement altérée. Les jours où des opérations clandestines pouvaient renverser des gouvernements africains sans conséquences diplomatiques significatives semblaient révolus. 1 mois après le verdict, Ibrahim Traoré accepta une invitation historique à s'exprimer à l'Assemblée générale des Nations unies. Son discours prononcé en français et en dioula, l'une des langues nationales du Burkina Faso, devint instantanément emblématique d'une nouvelle ère diplomatique. « Nous ne sommes pas venus à cette tribune pour accuser ou condamner », déclara-t-il. « Nous sommes venus affirmer que l'Afrique n'est plus un terrain de jeu politique, mais un partenaire qui exige justice et souveraineté. La souveraineté n'est pas négociable, la dignité n'est pas divisible. » Il poursuivit, proposant un nouveau contrat entre l'Afrique et les puissances mondiales, basé sur 5 principes: respect absolu de la souveraineté dans les choix de développement et d'alliance, transparence totale dans les accords militaires et économiques, redistribution équitable des bénéfices tirés des ressources naturelles, transfert réel de technologie, et reconnaissance des dommages historiques causés par la colonisation et le néocolonialisme. Nous tendons la main à tous ceux qui acceptent ces principes, qu'ils viennent de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, mais nous ne nous inclinerons plus devant ceux qui confondent partenariat avec domination. L'ovation qui suivit son discours, y compris de nombreuses délégations occidentales, révéla un profond changement dans les perceptions internationales. 6 mois après, les révélations initiales, les effets concrets de l'affaire des 5, transformèrent le paysage du continent. Une nouvelle ère de relations internationales s'ouvrit pour l'Afrique. Les pays voisins adhérèrent à l'initiative de Traoré, formant une alliance régionale solide qui parlait désormais d'une seule voix sur les questions de sécurité et de développement. Le mouvement d'autodétermination se propagea comme une traînée de poudre, du Sahel jusqu'aux côtes atlantiques. Les anciennes puissances coloniales reconsidéraient leur présence militaire dans la région, contraintes par une pression populaire et diplomatique simultanée. Parallèlement, de nouveaux partenariats émergèrent avec des puissances comme la Chine et la Russie, mais dans des termes plus équitables qu'auparavant, favorisant le développement local et le transfert de technologies. Même les institutions financières internationales, longtemps inflexibles dans leur conditionnalité, commencèrent à revoir leurs approches face à cette Afrique qui rejetait désormais les diktats économiques extérieurs. Une nouvelle page dans les relations Nord-Sud était en train d'être écrite, avec le Burkina Faso et ses alliés comme auteurs inattendus. Ibrahim Traoré, l'ancien capitaine devenu symbole d'une Afrique réaffirmant sa souveraineté, resta remarquablement modeste face à son rôle historique. Dans une rare interview accordée à Abdou Zongo, il déclara « Je n'ai fait que ce que la situation exigeait. N'importe quel patriote africain aurait agi de même. L'important n'est pas ce que j'ai fait, mais ce que nous construisons collectivement, un avenir où nos nations déterminent leur propre destin. » À Washington, un rapport confidentiel du Conseil de sécurité nationale, divulgué dans la presse, admettait
L'ère des interventions discrètes en Afrique est terminée. Nous devons repenser fondamentalement notre approche du continent ou risquer une marginalisation stratégique au profit de nos concurrents. Dans les universités africaines, de nouvelles générations d'étudiants analysaient le moment Traoré comme un tournant dans les relations internationales du continent. Des thèses entières étaient consacrées à la manière dont un jeune dirigeant d'un petit pays enclavé avait réussi à transformer une tentative de déstabilisation en catalyseur d'un nouvel ordre diplomatique. À Ouagadougou, la vie semblait avoir repris son cours normal, mais quelque chose d'impalpable avait changé dans l'atmosphère de la capitale et de tout le pays. Une nouvelle fierté, une conviction que l'avenir ne serait plus écrit par d'autres. Dans son bureau au palais présidentiel, Ibrahim Traoré contemplait souvent la photo de Thomas Sankara, son inspiration politique et morale. Parfois, dans le silence de la nuit, il avait l'impression que le révolutionnaire assassiné lui souriait, comme s'il approuvait le chemin emprunté par son pays et tout un continent. Le capitaine avait accompli ce que beaucoup jugeaient impossible, transformer la capture de 5 espions en un moment fondateur pour une nouvelle conception des relations internationales africaines. Le monde observait avec un mélange d'appréhension et d'admiration cette Afrique qui refusait désormais d'être le théâtre passif des grandes puissances. L'histoire retiendra peut-être qu'à Ouagadougou, entre les mains d'un jeune officier idéaliste, une page majeure de la géopolitique mondiale commença à se tourner, ouvrant un chapitre où l'Afrique cessa d'être un objet pour devenir un sujet de son propre destin.